Inauguration, annonce et affirmation, la présidence suédoise de l'Union européenne présente ses priorités pour le semestre à venir, marqué par la guerre en Ukraine et la compétitivité avec les États-Unis. Difficile de savoir qui contrôle la localité de Soledar en Ukraine. L'armée russe annonce avoir conquis la ville après des combats féroces. Premier tour de l'élection présidentielle en République tchèque. L'ex-premier ministre Andrej Babiš, parmi les favoris, pourrait être en difficulté en cas de second tour. Les Allemands ne seront bientôt plus obligés de porter un masque dans les transports longue distance, mesure qui entre en application le 2 février. Le footballeur français Benjamin Mendy déclaré non coupable de 6 viols et une agression sexuelle par la justice britannique, mais il sera rejugé pour 2 accusations. La Suède veut agir en grand. Le pays saisit l'opportunité de la visite de la Commission européenne pour inaugurer le premier site de lancement orbital au sein de l'Union européenne continentale. C'est un grand moment. C'est un grand moment pour l'Europe. C'est un grand moment pour l'industrie spatiale européenne. À ce symbole s'ajoute l'annonce par Stockholm de la découverte du plus grand gisement européen de terres rares, indispensable à la fabrication de smartphones et de véhicules électriques. Ces 2 annonces indiquent un renforcement de l'autonomie stratégique de l'Union européenne à l'heure où la compétition est toujours plus forte. Le collège des commissaires était présent en Suède pour rencontrer le gouvernement afin d'analyser les priorités des 6 prochains mois. Pour les 27, il sera question de compétitivité puisque l'Europe cherche une réponse à la loi américaine de réduction de l'inflation qui prévoit de fortes subventions aux entreprises qui investissent de l'autre côté de l'Atlantique. La Commission devrait d'ailleurs présenter prochainement une nouvelle proposition. Ce qui est important pour nous, c'est qu'avec le secteur des technologies propres et toute la puissance d'innovation qu'il possède, nous ayons des règles du jeu équitables. Nous voulons être compétitifs en termes de qualité, c'est important. Nous ne voulons pas être compétitifs sur les subventions, mais sur la qualité. Toutefois, personne ne doute que la guerre en Ukraine et ses conséquences continueront à marquer la politique européenne. Nous poursuivrons le soutien à la mission européenne d'assistance militaire pour aider l'Ukraine. Aucune autre tâche que celle-là ne peut être plus importante pour la présidence suédoise. Le sort de l'Ukraine est aussi le sort de l'Europe. Cette rencontre s'est déroulée à Kiruna, la ville la plus septentrionale de Suède. Une localisation unique pour une photo de famille, loin de l'ordinaire. L'armée russe annonce avoir achevé la conquête de Soledar, cette ville de l'est de l'Ukraine où se sont déroulés ces dernières semaines des combats acharnés. Une déclaration qui intervient après plusieurs annonces contradictoires. Difficile donc de savoir qui contrôle cette localité. Jeudi soir, Volodymyr Zelensky affirmait que la défense tenait face aux assauts russes de forte intensité. Soledar et Bakhmout sont les préoccupations numéro 1. Il s'agit de la bataille pour le contrôle de la région de Donetsk, a déclaré Volodymyr Zelensky dans sa prise de parole jeudi soir. Nous avons analysé en détail les mesures à prendre pour les prochains jours, notamment au niveau de la fourniture d'armes et de munitions aux troupes et du contact à maintenir avec nos partenaires, a dit le président ukrainien. Ces combats acharnés entraînent de lourdes pertes des 2 côtés, même si aucun chiffre ne fuite. Les civils également sont touchés. À Siversk, par exemple, à une trentaine de kilomètres de Soledar, les bombardements rendent la vie quasi impossible. Quand on se couche le soir et qu'on n'en peut plus, tous les jours on se demande si on va se réveiller ou pas, nous dit cette femme. Il y aura bientôt la paix. Je pense que nous aurons bientôt la paix, nous dit cette autre résidente de la ville de Siversk. Je pense que très bientôt, nos hommes vont chasser les Russes, dit-elle. La conquête de Soledar, si elle était confirmée, serait la première victoire russe depuis des mois, après une série de revers humiliants. Premier jour de vote ce vendredi en République tchèque pour élire le président de la République. L'ex-premier ministre et 5e fortune du pays, Andrej Babiš, est candidat. L'homme d'affaires a été acquitté il y a quelques jours dans une affaire de fraude aux subventions européennes. Face à lui, Petr Pavel, général à la retraite de 61 ans, qui s'est fait connaître en 1993 pour avoir libéré les troupes françaises assiégées par les Serbes lors de la guerre de Bosnie.
Troisième prétendante sérieuse à la présidence, Danouche Nerudova, ancienne universitaire et économiste de 44 ans qui met l'accent sur les questions sociales et qui compte sur le soutien des jeunes électeurs. Les sondages indiquent qu'Andrej Babiš serait battu au second tour s'il devait affronter l'un ou l'autre de ses adversaires. 5 autres candidats sont également en lice pour la présidence tchèque, un rôle essentiellement protocolaire, mais le chef de l'État choisit le gouvernement et les juges de la Cour constitutionnelle. Il est également le commandant en chef des forces armées. Les résultats du premier tour sont attendus ce samedi en fin de journée. L'Allemagne relâche un petit peu la pression dans sa lutte contre le Covid-19. Les autorités ont annoncé ce vendredi que le port du masque ne sera plus obligatoire dans les transports de longue distance, trains et bus à partir du 2 février. Une mesure qui prend en compte l'accalmie de la situation sanitaire selon le ministre allemand de la Santé, qui précise que la situation dans les hôpitaux restait tendue mais gérable. Les personnes vulnérables sont pour leur part encouragées à continuer à porter le masque sur la base du volontariat. Dans les transports longue distance, les masques FFP2 étaient obligatoires. À l'échelle locale, certaines régions comme la Bavière avaient déjà levé l'obligation de porter un masque dans les transports locaux. La capitale, Berlin, s'apprête à le faire dans les prochaines semaines. Le footballeur français Benjamin Mendy a été déclaré non coupable de 6 viols et une agression sexuelle ce vendredi par la justice britannique. Mais il sera rejugé pour 2 accusations pour lesquelles le jury n'est pas parvenu à un verdict. Présenté par l'accusation comme un prédateur ayant abusé de victimes vulnérables, terrifiées et isolées, le joueur de Manchester City, actuellement suspendu par son club, risque la prison à vie. Le champion du monde 2018 sera donc rejugé à partir du 26 juin pour 2 accusations de viol et de tentative de viol. Elle était la fille unique du King. La chanteuse américaine Lisa Marie Presley est décédée à l'âge de 54 ans ce jeudi. Souffrant d'un probable arrêt cardiaque, elle avait été transportée en urgence à l'hôpital de Los Angeles plus tôt dans la journée. Gardienne dévouée de l'héritage d'Elvis Presley, elle avait tout juste 9 ans lors du décès de son célèbre père en 1977. Depuis, elle n'a cessé de vouloir marcher dans ses pas en devenant musicienne et actrice. Lisa Marie Presley s'était mariée 4 fois, notamment avec le chanteur Michael Jackson et l'acteur Nicolas Cage. Elle laisse derrière elle ses 3 filles. Son fils Benjamin s'était lui suicidé il y a 3 ans, en 2020. Pour Nicolas Baylis, l'inquiétude grandit à mesure que le vide se rapproche de sa maison. Après 18 ans de vie ici, l'infirmière et ses 2 enfants vont sans doute être forcés de plier bagages. Nous étions au milieu de la route quand nous nous sommes installés ici et maintenant nous sommes au bord de la falaise. L'érosion du littoral avale peu à peu les habitations du village de Haysborough dans le Norfolk sur la côte est de l'Angleterre. La maison tremble la nuit. De temps en temps, on peut ressentir des chutes de falaises et ça donne l'impression qu'il y a un tremblement de terre. La maison remue, il y a un autre morceau de falaise qui tombe et il est près de nous. On s'inquiète mais on n'ose pas venir ici la nuit parce qu'il n'y a pas d'éclairage public. Alors on s'accroche jusqu'au matin en espérant que ça va aller. Plus de 1000 personnes vivent ici. L'élévation du niveau de la mer et le changement climatique qui s'accompagne notamment d'une augmentation des tempêtes sont responsables de l'accentuation de ce phénomène impressionnant. Je suis venu sur cette partie du littoral il y a quelques années et il est difficile de réaliser à quelle vitesse elle disparaît dans la mer. Selon les résidents à qui j'ai parlé, le changement s'accélère et beaucoup pensent que les autorités locales et nationales auraient pu faire davantage pour protéger leurs maisons. Les barrières construites par le conseil municipal n'ont pas résisté car le coût de leur entretien a augmenté. Les autorités locales ont acheté les maisons les plus menacées et ont aidé certains habitants à se déplacer vers l'intérieur des terres. Quand nous avons de très fortes pluies, nous avons une chute de falaise. Pensez-vous que davantage aurait pu être fait pour protéger votre village ? Oui, il y a longtemps, c'est un peu tard maintenant. Quand nous avons emménagé ici, il y a 25 ans, ils disaient « Ils ne laisseront jamais le phare partir, ils ne laisseront jamais l'église partir. Si Haysborough disparaît, cela ira directement à Wroxham et ensuite à Norwich. Mais ils ne semblent rien faire et je ne sais pas s'ils le feront un jour. » En 20 ans, 34 maisons de cette partie du littoral se sont effondrées dans la mer. Si rien n'est fait, des dizaines de plus vont disparaître dans les 2 prochaines décennies. Et le village de Haysborough n'existera peut-être plus.